La violence dans les lycées en Seine-Saint-Denis, les 2 établissements pris d'assaut par des casseurs jeudi soir sont fermés jusqu'à lundi, ainsi qu'un autre collège menacé par des bandes de jeunes. Les chiffres de la sécurité routière avec l'augmentation plutôt inquiétante des victimes à 2 roues, ce sont les motards qui sont en première ligne. En Franche-Comté, journée marathon pour l'élection du nouveau président de la région, nouvelle suspension de séance, les 2 premiers tours n'ont rien donné pour l'instant. Et puis invité de ce journal, Édouard Balladur, qui ne s'est pas exprimé depuis les élections régionales. Il y a 30 ans, disparaissait Martin Luther King, l'une des figures emblématiques de la lutte pour les droits de l'homme. L'Amérique s'interroge de nouveau sur les circonstances de l'assassinat du prix Nobel de la paix. Madame, Monsieur, bonsoir. La violence autour des lycées par secousses rapprochées avec hier 2 établissements de Seine-Saint-Denis pris pour cible par près de 200 jeunes. Dans la même journée, le collège Paul Langevin en Seine-et-Marne, 900 élèves évacués par crainte d'un nouvel assaut. Aujourd'hui, ces 3 établissements sont fermés jusqu'à lundi en attendant un retour au calme. Mathieu Huchet, Philippe Jasselin. À situation de crise, remède exceptionnel. Ce maître chien est réquisitionné pour garder ce lycée de Tremblay. Un lycée fermé jusqu'à lundi après avoir essuyé les assauts d'une vague de jeunes hier matin. Peu après le début des cours, 150 adolescents arrivent et à coups de pierre s'attaquent aux baies vitrées. Il n'y a pas eu de dialogue possible puisqu'ils avaient envie de casser le matériel, probablement de mobiliser les jeunes de notre établissement qui travaillaient. Et ça a dégénéré très très vite. Et quelle était leur revendication s'ils en avaient? Il n'y en avait pas apparemment. C'était venir pour casser. Et pour vous, c'était des jeunes scolarisés Je pense qu'entre 12 et 16 ans, ils sont scolarisés, oui. Dans la matinée, la même bande, armée de battes de baseball ou de marteaux, assiège et dégrade 2 autres établissements de la commune. Dans un département, la Seine-Saint-Denis, où enseignants, parents et élèves réclament la nomination de nouveaux professeurs. Ils venaient nous chercher pour casser, mais nous on n'est pas des violents. Nous on a fait des manifestations, on en a fait 5, ça fait 3 semaines qu'on est en grève, mais nous on n'est pas là pour casser les lycées. Nous, on va obtenir, on a des revendications et puis voilà. Mais c'est pas en cassant qu'on va obtenir, c'est clair. À quelques kilomètres de là, en début d'après-midi, ce collège a failli subir le même sort. Mais cette fois-ci, le commissaire a prévenu le principal qui a fait évacuer l'établissement. C'est un peu stressant. Les parents nous ont posé beaucoup de questions. Les parents se sont inquiétés notamment de savoir s'il y avait un risque pour aujourd'hui. Et puis nous nous sommes vraiment attachés à les rassurer avec l'aide notamment de la municipalité. Le parquet de Bobigny a ouvert une enquête qui n'a rien donné. 4 jeunes interpellés après les incidents à Tremblay ont été relâchés. À Tourcoing, dans le Nord, c'est ce matin que les élèves du lycée Gambetta ont formé une chaîne humaine autour de l'établissement. Un dernier hommage à leur camarade Hassan, 18 ans, mort accidentellement d'une balle en pleine tête lors d'un cours de sciences. Près de 1500 adolescents se sont recueillis. Ils ont en même temps montré leur soutien à l'auteur du coup de feu et meilleur ami de la victime, mis en examen pour homicide involontaire. C'est dans ce contexte que pour la 6e fois, les enseignants de Seine-Saint-Denis, parents et élèves, ont manifesté à Paris. Un cortège moins nourri que précédemment, moins forte mobilisation, depuis que l'Éducation nationale a débloqué des moyens supplémentaires pour un plan d'urgence du département. Thibaut de Barbérac, Raymond Chaplard. La Seine-Saint-Denis n'est plus seule à manifester. Après 3 semaines de grève, des professeurs venus des Hauts-de-Seine, de l'Essonne et de Paris rejoignent le mouvement. Leur crainte, que les 140 postes promis hier à la Seine-Saint-Denis soient prélevés dans leurs établissements. Aujourd'hui, les collègues craquent et effectivement, ils demandent... C'est un appel au secours, cette grève. Hier, le ministère a donc promis des moyens supplémentaires pour la rentrée prochaine en Seine-Saint-Denis. Mais pour les manifestants, ce ne sont là que des mesures dérisoires. Ça ne fait même pas un poste par établissement, ce qui me paraît tout à fait inadmissible, ce qui me paraît très insuffisant, sachant que c'est plus peut-être une dizaine de postes par établissement qu'il faudrait. Dans le cortège, la détermination reste forte, mais pour la première fois aujourd'hui, certains syndicats n'ont pas pris part à la manifestation. Des syndicats qui se disent prêts à négocier à partir des promesses faites hier par le ministère. Parmi les manifestants, beaucoup craignaient cet après-midi que la mobilisation ne survive pas aux vacances de Pâques.
À Bordeaux, audience civile au lendemain de la condamnation de Maurice Papon qui a regagné son domicile en Seine-et-Marne. Les parties civiles ont obtenu tout à l'heure des dommages et intérêts se chiffrant à 1,5 million de francs. C'est donc aujourd'hui le dernier acte du procès le plus long de l'histoire. Pour tous les intervenants, un moment, un cap à passer pour tenter d'aborder l'après-procès. Dominique Verdeillan, Patrick Deschmecker. La porte est restée fermée. Maurice Papon n'est pas venu et le box est resté vide. Vide aussi la salle des pas perdus. Seuls quelques visages familiers rappellent que se tenait aujourd'hui l'audience civile. Désormais, il faut penser à l'après-procès. Je sais que ce ne sera pas comme avant. Je sais que ce procès m'a beaucoup apporté. Comment je vais le vivre après, je vous le dirai dans 1 an ou 2. Je vais continuer à parler de cette chose-là et justement, je vais expliquer aux enfants et aux jeunes le pourquoi du pourquoi. Sortir de 6 mois de procès, c'est aussi une difficulté pour les avocats. En ce qui nous concerne, on va réunir des familles de victimes d'ici 1 mois, des familles qui étaient dans le procès Barbie, Touvier, et puis dans ce procès. Et il convient régulièrement de leur passer un coup de fil, mais de toute façon, c'est vrai que c'est difficile. On est très fatigué, on est vidé, et on se demande vraiment comment on va reprendre les choses. Et une vie, j'allais dire normale, non pas qu'on n'ait pas eu de vie normale à Bordeaux pendant 6 mois, mais je veux dire, c'était un procès hors norme, et on a aussi eu une vie hors norme. Le palais retrouve sa sérénité, les magistrats leurs habitudes, jusqu'au président Castagnette qui pour la première fois depuis 6 mois traverse la salle des pas perdus. Il y avait pour chacun d'entre nous un rendez-vous quotidien, effectivement, qui a modifié et perturbé les habitudes. Les jurés ont constitué, je crois, entre eux un groupe. D'après ce qui nous a été dit, ils se voyaient par ailleurs. Je crois qu'il va falloir maintenant apprendre à vivre chacun séparément. On décompresse et on fait le bilan. Le procès a coûté 14,6 millions de francs, plus de 10 millions pour l'organisation, près de 4 millions pour le fonctionnement. Ce soir, devant les grilles, il ne reste plus que des fleurs et des pancartes à la mémoire de 1560 victimes. L'un des grands objectifs affichés du procès de Maurice Papon était d'informer, de sensibiliser les jeunes générations à cette période trouble de l'histoire. À Bordeaux, pendant ces 6 mois, des lycéens ont assisté à certaines audiences. Ils se sont fait leur idée et après le verdict, l'analyse de Vichy continuait aujourd'hui dans les classes. David Bazier, Frédéric Grinchec. En petits groupes, ils sont plus de 4000 collégiens et lycéens à s'être rendus aux audiences. Une cour d'assises pour un cours historique. Pendant 6 mois, le procès Papon est entré dans les classes. Depuis hier, le résultat du procès est tombé. Alors, je veux savoir un petit peu vos réactions par rapport à ce verdict. La peine est trop légère, moi je trouve. 10 ans, c'est pas suffisant. Surtout pour ce qu'il est accusé. Donc, crime contre l'humanité. Verdict trop clément pour ces lycéens de terminale. Tous sévères aujourd'hui sur la conduite d'un fonctionnaire de Vichy, alors qu'hier ils ne retenaient que l'âge d'un homme. C'est vrai que les élèves se disaient, juger un homme si âgé, vraiment ce n'était même pas juste. Et puis quand ils l'ont vu à l'audience et qu'ils sont revenus ensuite, qu'on a discuté, et là ils ont été étonnés de la vivacité de cet homme-là, à cet âge-là, et ils se sont dit qu'après tout, on pouvait le juger. Dans les manuels d'histoire, Vichy occupe 2 pages. Pendant 6 mois, les lycéens ont observé des hommes, la souffrance des parties civiles et un accusé, Maurice Papon, ou l'histoire en chair et en os. On a eu devant nous une personne qui a eu vraiment quelque chose, il a fait quelque chose à l'histoire. Il a mis son empreinte. La résistance, c'est 2% seulement de la population dans tous les pays d'Europe. C'est seulement 2%. Tu ne peux pas remettre en cause le fait qu'il ait quand même joué un grand rôle. Et la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ça pourrait se repasser actuellement ? Au passé et au présent, la pédagogie d'un procès pour des lycéens qui ont vécu eux aussi un moment historique, l'ultime comparution devant la justice d'un homme lié à Vichy. À l'approche de la Coupe du Monde de football, le plan Vigipirate devrait être renforcé selon le ministre de l'Intérieur. Déclaration qui fait suite à la réunion de haut niveau des services de sécurité des 14 pays européens qualifiés pour le mondial. À côté du dispositif mis en place, on apprenait aujourd'hui que la société française Opinel arrêtait la fabrication des couteaux de poche qui devaient porter le logo de la Coupe du Monde. Un reportage d'Arnaud Boutet et Alain Poirier. Opinel retire ce logo de son célèbre couteau. Une demande de la Fédération internationale de football. Le fabricant savoyard veut éviter tout amalgame entre la violence dans les stades et son produit souvenir. Une décision qui intervient suite à la pression des autorités anglaises. Samedi, un jeune supporter a trouvé la mort lors d'une bagarre après un match de 3e division dans le sud-est du pays. Ce matin,
14 délégations des polices européennes étaient à Paris pour préparer la sécurité de la Coupe du Monde. Un travail de coordination, tous reviendront en juin pour surveiller leurs supporters. On vient ici avec une équipe de physionomistes qui connaissent très bien les hooligans, les plus mauvais, et ils se reconnaissent tous les deux. On les rencontre aux aéroports, à la gare, au ferryport, autour des stades, dans les bars, pendant la nuit, pendant le matin, on les suit toujours. Le risque numéro 1, ce sont ces centaines de supporters sans billets qui nourrissent l'espoir d'assister au match. 60 unités mobiles de CRS et de gendarmerie seront postées aux abords des stades. À l'intérieur, des caméras et un poste de commandement. On attend 2 500 000 spectateurs et la France n'exclut pas la menace terroriste. Quant au plan Vigipirate, il n'a jamais été abandonné. Il peut être, je dirais, réactivé, il le sera sans doute dans les prochaines semaines. Mais la Coupe du Monde reste avant tout une grande fête qu'attendent avec impatience 37 milliards de téléspectateurs. Les patrons de boîtes de nuit parisiennes qui étaient poursuivis pour avoir facilité l'usage de stupéfiants dans leur établissement ont été relaxés alors que des peines de prison avec sursis et des amendes avaient été requises le mois dernier. Élection professionnelle dans la police, l'extrême droite en recul chez les policiers en tenue. Elle perd 3% mais recueille tout de même 10% des suffrages. Et puis l'Assemblée nationale a adopté aujourd'hui en première lecture la proposition de loi sur la détention provisoire. Son utilisation serait limitée et c'est avant l'été que le garde des Sceaux soumettra son projet de réforme de la justice à l'Assemblée nationale. La sécurité sur les routes, avec le bilan pour cette année, une faible hausse certes du nombre de tués, mais une inquiétante augmentation de victimes chez les motards et les cyclistes. La question est maintenant de savoir s'il y a une relation entre la nouvelle décision d'autoriser les automobilistes à conduire des motos de faible cylindrée sans permis particulier. Anne Ponsinet et Yann Jiquel. Ne crie pas, ne crie pas. Et reste calme. Cette leçon n'est pas obligatoire. Avec son permis auto, Marie-France a le droit de conduire une 125 cm3. Tranquillement. Pourtant, elle a jugé préférable de réviser avec un moniteur. Arrête davantage. T'affole pas, laisse-le repartir. N'accélère pas tant qu'il s'est pas éloigné, il risque de s'arrêter là. Reste débrayé. Et appuie plusieurs fois sur la première pour être sûr de ne pas la rater. J'ai toujours peur de tomber, j'ai peur des autres. Là, je suis très préoccupée par la moto, donc la peur de la chute et tout, donc je regarde pas bien autour, je fais pas assez attention à ce qui se passe autour, quoi. Cette personne a un permis voiture, elle conduit régulièrement, et vous voyez quand à deux roues, c'est quand même un peu spécial, elle repère difficilement le marquage au sol qui est vraiment glissant, elle n'a pas les automatismes du conducteur de deux roues. L'an dernier, la mortalité des pilotes de 125 cm3 a augmenté de 21,8%, un chiffre impressionnant, mais à relativiser. Car dans le même temps, le nombre de petites cylindrées sur la route a explosé. Pour le moment, pas question de revenir sur les 125 sans permis, mais les pouvoirs publics ne sont pas indifférents à ce mauvais bilan. Il faut néanmoins regarder sur une période un petit peu plus longue ce que ça donne et éventuellement, notamment pour ce qui concerne les 125 cm3, prendre des mesures qui permettront dans le domaine de la prévention et de la formation de corriger les chiffres mauvais s'ils devaient perdurer. Une éventuelle mesure pourrait prendre la forme de cours obligatoires mais sans examen ni permis, c'est-à-dire ce que fait Marie-France. Allez, la deuxième. Manifestation des producteurs de fruits et légumes, notamment dans le Vaucluse. Le trafic des trains a été perturbé. Opération escargot sur l'autoroute A7 vers Marseille. Une façon pour ces producteurs d'interpeller Lionel Jospin en visite à Toulon. Ils veulent être compétitifs et protestent contre les écarts importants de prix entre les produits à la production et ceux des grandes surfaces. Les incinérateurs de déchets ménagers rejettent trop de dioxine dans l'air et dépassent largement la norme admise au plan européen. Ceci concerne la plupart des 72 installations. Cette étude a été réalisée à la demande du ministère de l'Environnement. La tourmente économique que traverse l'Est asiatique, avec aujourd'hui la crise boursière à Tokyo au centre du sommet qui se tient à Londres jusqu'à demain. L'Europe assure l'Asie de son soutien et se veut confiante dans l'issue de cette épreuve. Yannick Le Tranchant. L'Asie a rendez-vous avec l'Europe à Londres. C'est le deuxième sommet du genre
et la forme a son importance. Pas de grande table centrale, mais des fauteuils pour des chefs d'État et de gouvernement qui se font face pour discuter, échanger directement. On est finalement entre amis. 2 ans après Bangkok, les choses ont pourtant bien changé. Les Européens jalousaient alors des dragons asiatiques affichant une santé économique stupéfiante, une croissance florissante. Mais la crise financière est passée par là. L'Europe est aujourd'hui au chevet de l'Asie, une Europe qui réaffirme sa confiance et sa solidarité. On a raconté depuis des mois que l'Europe n'était pas assez présente sur le sujet, tout simplement parce qu'elle s'en occupait constamment avec sérieux mais sans cinéma. Tous les responsables asiatiques ici ont vu que les partenaires européens étaient compétents sur le sujet, informés, soucieux, mais soucieux avec le désir de ne rien aggraver. Et au contraire d'aider l'ensemble de ces gouvernements qui essaient de surmonter ce trou d'air. Les Européens vont annoncer la création d'un fonds d'assistance qui s'ajoutera aux sommes importantes déjà versées par le Fonds monétaire international. Le but, aider l'Asie à restructurer son système financier alors que, ironie du sort, le Japon, 2e puissance économique mondiale, s'enfonce aujourd'hui dans la récession. À l'initiative de la France, l'Europe insiste sur la crise sociale engendrée par la tempête monétaire. L'Union européenne entend ainsi apporter son aide aux populations asiatiques en détresse, fortement touchées par le chômage. Lionel Jospin aujourd'hui à Toulon pour sa visite à la marine, accompagné du ministre de la Défense Alain Richard. Ils se sont rendus sur un bâtiment amphibie, la Foudre, qui peut être utilisé pour débarquer des troupes. Une trentaine de femmes font partie de l'équipage. En fin de journée, Lionel Jospin a annoncé une stabilisation des crédits d'équipement de la Défense qui s'élèveront à 85 milliards de francs pour les 4 prochaines années. Jean-Marie Le Pen fait appel du jugement qui le condamne à 2 ans d'inéligibilité et à 3 mois de prison avec sursis pour les violences commises contre une candidate socialiste lors de la campagne des législatives. Au même moment, la justice allemande demande aujourd'hui la levée de l'immunité parlementaire du leader du Front National. Le parquet de Munich ouvrirait une information pour négationnisme après les déclarations de Jean-Marie Le Pen sur les chambres à gaz lors d'une conférence à Munich en décembre dernier. Olivier Lerner. J'ai dit dans une interview de radio où on s'efforçait de me faire dire des choses sur ce sujet sacré, les chambres à gaz sont un détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Une phrase ponctuée par un silence pour sa traduction en allemand. Ce jour-là, Jean-Marie Le Pen faisait la promotion du livre de son ami, l'ancien Waffen-SS, Franz Schönhuber. À Munich, le livre a été oublié, mais pas le discours du leader du Front National. Le parquet de la ville avait immédiatement ouvert une enquête en janvier pour conclure au délit de négationniste, passible d'une peine de 5 ans de prison. En Allemagne, c'est la première fois qu'une demande de levée d'immunité est présentée pour un étranger. Les procureurs allemands veulent suivre un peu les procureurs français en ce moment. C'est un peu un orchestre, un concert, mais c'est une action politique, c'est quelque chose de démonstratif, surtout. Je suis presque sûr que M. Le Pen ne va pas rentrer dans la prison de Landsberg, où Hitler était déjà en 1923 jusqu'à 1925, peut-être. Jean-Marie Le Pen peut-il être incarcéré pour délit de négationnisme un jour en Allemagne? Il faudrait pour cela qu'une procédure d'extradition soit engagée entre la France et l'Allemagne, une hypothèse qui semble peu vraisemblable. En Franche-Comté, nouvelle suspension de séance. L'élection après les 2 premiers tours n'est toujours pas jouée dans cette région où, je le rappelle, Jean-François Humbert a été le premier président de droite élu avec des voix du Front National à démissionner. Le fil de la journée, Guylaine Chenu, Bernie Mériot. La salle du Conseil est restée vide presque toute la journée car l'élection s'est jouée ailleurs, dans les salles de négociation. Gauche et droite sont à égalité, la situation est inédite, la solution aussi. L'avantage est à Jean-François Humbert, UDF, mais pour devenir président de région, il doit d'abord passer un accord avec son rival, Christian Proust. Je ne prends pas part au vote. Une droite qui veut d'abord éviter un nouveau piège du Front National. Les 2 premiers tours, elle ne prend pas part au vote pour écarter tout report de voix FN. Les grandes manœuvres commencent au 3e tour. Disons-le clairement, il faut ouvrir une négociation et pour cela il faut le temps et donc cette discussion doit durer au moins 2 heures. Rendez-vous est donc pris pour une rencontre. Gauche et droite s'attendent, se cherchent et se ratent. On monte, on redescend, premières inquiétudes.
S'il y a un désaccord sur le fait même de discuter, c'est vraiment un désaccord stratégique grave. On verra. Une heure plus tard, la droite finit par envoyer un émissaire. Discussion, en tout cas. Négociation, peut-être. En tout cas, discussion. Seule condition de cette rencontre, les élus de droite ne veulent pas être vus négociant avec la gauche. Il n'y aura donc pas de caméra. Les suspensions de séance s'enchaînent. Pendant les négociations, les élus attendent et la tension monte. Le ministre Pierre Moscovici pèse de tout son poids. Nous avons parlé de trois corbeilles, c'est-à-dire à la fois de contenus programmatiques minimaux, de l'exercice du pouvoir et des responsabilités dans la région, et aussi des moyens de fonctionnement d'une opposition. Personne ne comprendrait que nous n'arrivions pas à un accord. Déjà 8 suspensions de séance et plus de 5 heures de négociation. La Franche-Comté attend toujours son président de région. Et puis en Haute-Normandie, on a appris en cours de journée l'élection surprise d'un vice-président Front National, Dominique Chaboch, avec l'aide des voix de la droite. Le président du conseil régional, Alain Leverne, est socialiste. Autant dire que la gestion de la région s'annonce compliquée. Édouard Balladur, bonsoir. On ne vous avait pas entendu depuis les élections régionales. Ce soir, je dirais qu'on nage encore en pleine confusion avec justement tout à l'heure l'élection d'un vice-président Front National avec les voix de droite. Un mot de réaction, vous continuez de dire qu'il ne peut y avoir aucun accord, vous condamnez toute alliance, toute compromission, c'est le cap à tenir et que vous tiendrez? Certainement, toute cette confusion est d'ailleurs le résultat d'un mode de scrutin qui est mauvais et qui est inefficace et dont on voit les résultats. Pour le reste, la position que j'ai prise il y a 6 mois, disant que si je n'avais pas la majorité relative, je ne serais pas candidat à la présidence de la région Île-de-France, eh bien je l'ai tenue, je vois aucune raison d'en changer. Alors en Île-de-France, il y a eu des tentations au sein de vos propres listes, de vos propres alliances? Pas que je sache. Et en tout cas, le cap a été tenu de la façon la plus claire. Les déboires de l'opposition, les querelles de famille à l'UDF, les revirements, comment vous expliquez que la droite soit dans cet état ce soir? Nous avons subi une véritable bourrasque, puisque finalement, la droite est dans une large mesure majoritaire dans notre pays, et que cependant elle est amputée dans la représentation. Or pourquoi? Je pense que c'est essentiellement parce que un certain nombre de nos électeurs nous ont trouvé, je ne veux pas dire employer de mots trop forts, peut-être pas infidèles, mais ont trouvé que les propositions que nous faisions n'étaient pas conformes à leurs aspirations et à leurs souhaits, pas plus que la politique que nous menions. Et nous avons devant nous, désormais, pas du tout des arrangements entre les états-majors ou les appareils de parti, mais un travail de dialogue avec la population et avec les Français qui sont proches de nous pour leur expliquer ce que nous voulons et surtout pour bien comprendre ce qu'ils veulent et répondre à leurs aspirations. Alors vous allez, je crois, leur poser un certain nombre de questions. Et là, vous ne voulez pas vous adresser aux militants de base, mais vraiment aux électeurs. Quelles seront ces questions, très concrètement? Ah oui, en tout cas, vous, c'est une idée que j'ai. Mais vous l'aviez annoncé. Oui, c'est ça, mais ce n'est pas nécessairement celle qui a été retenue jusqu'à présent. Il faut faire plusieurs choses. Il faut tout d'abord demander à nos électeurs ce qu'ils veulent. Il faut les consulter. Sur des problèmes très précis et très pratiques, vous me dites quelles questions faudrait-il leur poser? Concrètes, par exemple la sécurité et l'emploi, c'est les deux grandes préoccupations des Français. Alors comment peut-on assurer une meilleure sécurité? Est-ce qu'il faut se montrer plus sévère? Est-ce qu'il faut, comme certains le proposent, que les familles soient parfois jugées responsables de ce qui se fait ou des délits que peuvent commettre leurs enfants ou leurs adolescents? Comment peut-on lutter contre le chômage? Est-ce qu'il faut réduire le coût du travail ou est-ce qu'il faut diminuer la durée du travail? Voilà des problèmes concrets, voilà des problèmes précis qui intéressent les Français beaucoup plus que les affaires d'organisation des partis les uns avec les autres. Alors moi ce que je propose, c'est que d'abord nous demandions aux électeurs qui sont les nôtres et à ceux qui nous ont quittés, qui ne demanderaient peut-être pas mieux que de revenir pour que nous représentions à nouveau, je dirais 40% du corps électoral, que nous leur posions un certain nombre de questions sur ce qu'ils veulent. Et je crois que ce serait très important parce que véritablement ça donnerait au débat politique et démocratique une nouvelle légitimité. Alors si par exemple ils répondent favorablement à un accord avec le Front National, que direz-vous? Ça ne fait pas partie des questions que je souhaitais poser. Et de toute façon, à mon avis, c'est un problème sur lequel on ne peut pas transiger. Mais vous ne pouvez pas échapper à ce genre de questions, parce que vous dites qu'ils vont revenir, qu'un certain nombre d'électeurs voudraient revenir mais je parle, écoutez, au sein de la droite. Oui, mais je parle des questions de fond. Est-ce que oui ou non, les Français qui veulent voter à droite ou qui ont voté à droite et qui nous ont quittés
ont envie à nouveau de voter pour nous parce que nous mènerons une politique de droite et que nous aurons des idées conformes aux idéaux de la droite républicaine et libérale. Voilà la question. Il ne s'agit pas d'arrangement d'état-major, il ne s'agit pas du tout de ça. Et finalement, voyez-vous, si nous avons le courage d'organiser, enfin le courage, l'imagination, oui, d'organiser cette grande consultation de tous les électeurs de droite, c'est une chose qui est possible, qui peut se faire. Eh bien, si nous avons le courage de le faire, je suis persuadé qu'il y aura un souffle nouveau qui pourra passer sur la politique de notre pays. Et je voudrais dire ce soir qu'il ne faut pas se décourager. Nous traversons, nous la droite républicaine et libérale, une période difficile, c'est vrai. D'autres l'ont traversé avant nous. Souvenez-vous de ce qu'était le Parti socialiste et la gauche il y a 3 ou 4 ans. Eh bien, ils se sont ressaisis et aujourd'hui, voyez où ils en sont. Eh bien, ce qui leur a été possible doit être possible également à nous. Et ce soir, je souhaiterais donner un message, je dirais, d'optimisme et de courage et de volonté à tous les Français un petit peu désappointés, déçus, qui sont proches de nous et qui ne comprennent pas très bien ce qui s'est passé. Et je voudrais leur dire... Nous non plus, on ne comprend pas toujours très bien. Allons-y, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Par exemple, le RPR, à travers Philippe Séguin, joue plutôt la recomposition, pas question de fusion. François Bayrou, aujourd'hui, reparle d'un parti, d'un grand parti au centre. Vous prenez des chemins séparés, à quel moment vous allez vous retrouver? Non, écoutez, ça, on ne comprend pas. Non, mais écoutez, les choses sont extrêmement simples. Il y a à droite toute une série de familles politiques, de tendances qui ont, comme on dit aujourd'hui, des sensibilités différentes. Est-ce qu'il faut les fusionner? Je crois que ça ne marchera pas. Est-ce qu'il vaut mieux les organiser? Il faut mieux les organiser, je crois que oui, et que c'est nécessaire. Et que l'une des questions qui pourront être posées, justement, aux Français qui sont proches de nous, c'est de dire quelle forme d'organisation préféreriez-vous? Employons un mot technique du style de la Confédération. Il faut un organisme qui soit capable de gérer les conflits et de les régler. Mais ma conviction, c'est que les Français ne sont pas du tout passionnés par ces affaires d'organisation politique et d'état-major et d'appareil. Mais à qui la faute? À tout le monde, peut-être à nous d'ailleurs. Mais ce qui les intéresse, c'est de savoir si nous allons être capables de leur proposer un message qui soit le message rénové de la droite républicaine et libérale et de les y associer. Voilà ce que je souhaiterais en ce qui me concerne. Merci en tout cas, Monsieur Balladur, d'avoir répondu à nos questions. Merci. L'une des très grandes sociétés françaises, la très traditionnelle Compagnie Générale des Eaux, se met à l'heure de la mondialisation en changeant de nom. La CGE sera désormais rebaptisée Vivendi, un nom qui se prononce de la même façon dans toutes les langues. Plus de 5000 noms ont été testés. Jean-Paul Chapelle et Claude Barnier nous retracent le parcours de ce changement de nom qui doit donner un coup de jeune à la société. La Compagnie Générale des Eaux est désormais un groupe de communication. Et son patron veut le faire savoir. À 41 ans, celui qui vient d'absorber Havas marque le nouvel empire de son empreinte. Vivendi to samo życie. On a testé ce nom de Vivendi dans tous les pays du monde, dans toutes les cultures du monde, aussi bien en Chine, aux États-Unis qu'en Europe. Et partout, Vivendi, ça exprime la même chose. La vie quotidienne, le service, la proximité, l'élan. Et ça, c'est une très bonne définition des métiers du groupe Vivendi. Vous voyez, c'est pas encore totalement terminé. Nouveau logo, nouveau siège près des Champs-Élysées. À 145 ans, la Générale des Eaux fait peau neuve et se débarrasse au passage d'un nom qui fut mêlé à des affaires judiciaires. Pour une entreprise multinationale, le choix d'un patronyme est stratégique. Un cabinet spécialisé a testé plus de 5000 marques pour éviter tout quiproquo. On avait trouvé la marque Euren, E-U-R-E-N, européenne d'énergie par exemple, qui se prononce en anglais urine. Je vous laisse deviner les inconvénients. Consensuel, Jean-Marie Messier a préféré le modus vivendi, une nouvelle manière de vivre avec les hirondelles, symbole de pureté dans plusieurs pays. Chez nous, on sait qu'une hirondelle ne fait pas le printemps. Le patron a donc insisté pour qu'il en figure beaucoup plus. Au Rwanda, des rescapés du génocide mettent en cause le rôle de soldats français appartenant à l'opération turquoise. C'est du moins ce que révèle un rapport de l'organisation African Rights publié à l'occasion de la commémoration de ce génocide en 1994. Nos équipes se trouvaient précisément à l'époque dans la région de Kibuye, au moment même où ces massacres ont eu lieu. Éric Meunier.
Nous sommes le 30 juin 1994. Voilà près de 3 mois que le génocide a commencé. Dans cette région de l'ouest du Rwanda, la France a déclenché l'opération Turquoise, qu'elle justifie par des raisons humanitaires. Sur une colline, près de Kibuye, une équipe de France 2 découvre quelques centaines de rescapés. Ils sont Tutsis, se cachent et résistent ici depuis près de 3 mois. Presque tous les jours, ils sont attaqués par des miliciens Hutus à la machette. Personne n'est épargné. Les génocideurs se sont jurés de tous les exterminer. Donc ça c'est un truc qu'on avait fabriqué pour se cacher la journée. Et un jour, ils ont pris un enfant dans la brousse et l'enfant il a révélé qu'il y a des gens qui se sont cachés ici. Ils enlèvent les pierres, ils tuent celui qui était dans le trou. Donc voilà, ici, à côté. Y avait-il un moyen de leur porter secours? Oui, répond dans un rapport l'association Africa Rights, une association proche du gouvernement rwandais actuel. Dès le 26 juin, des soldats français seraient venus ici, sans intervenir. Il faudra attendre le 30 juin pour qu'ils le fassent enfin. 4 jours au cours desquels de nouvelles attaques dans la colline auraient fait 1000 morts de plus. Après le 30 juin, quand les soldats français sont arrivés et ils ont resté, il n'y avait jamais aucun attentat de la part de tueurs. Ils ont accepté que les soldats français sont sérieux, qu'ils sont là et qu'ils avaient la détermination de sauver le rescapé. Alors pourquoi ils n'ont pas fait la même chose le 26 juin? Une nouvelle accusation grave sur le comportement de la France au Rwanda. Ce soir, autant au Quai d'Orsay qu'à la Défense, on renvoie aux conclusions de la mission d'information parlementaire, laquelle, 4 ans après les faits, vient tout juste de se constituer. L'une des figures de ce siècle, figure emblématique pour les droits de l'homme, Martin Luther King est mort il y a tout juste 30 ans. L'Amérique commémore à travers des rassemblements et cérémonies religieuses l'assassinat de ce prix Nobel de la paix. Philippe Gassot. Bonsoir. Le révérend docteur Martin Luther King, prix Nobel de la paix et leader du mouvement pacifiste pour les droits civiques aux États-Unis, a été assassiné à Memphis cette nuit. Martin Luther King, c'est l'homme qui n'acceptait pas la règle édictée par les Blancs. C'était l'homme de la contestation pacifique, l'apôtre des droits civiques, le briseur de ségrégation, celui qui rêvait de justice et d'égalité pour tous. Sous sa pression seront signées au Congrès les lois concernant les droits civiques. En 1963, à Washington, il prononcera devant une marée humaine son discours le plus célèbre que personne n'a oublié. I have a dream. My 4 little children one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Il vient de dire qu'il a fait un rêve aujourd'hui, celui de voir ses 4 enfants vivre un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés pour la couleur de leur peau, mais pour ce qu'ils sont. Nous y arriverons un jour, dit le chant repris en chœur, qui est devenu un message d'espoir. We shall overcome. Son combat était celui des hommes et des femmes de bonne volonté. Qu'en reste-t-il aujourd'hui? Je sens que le racisme n'est pas aussi marqué qu'il ne l'était auparavant. Grâce à lui, on fait des choses positives comme aider les gens sans regarder la race, la religion ou la couleur. Aucun de nous ne peut faire des choses seuls, il faut être ensemble. Il nous a laissé un esprit qui permet de vaincre la médiocrité et les mauvais sentiments. Aujourd'hui, les circonstances de la mort du révérend King sont à nouveau d'actualité. La famille ne croit pas à l'action isolée de cet homme, condamné pour l'assassinat à 99 ans de prison. Elle croit au complot. Il y a de nombreuses preuves concernant l'assassinat qui n'ont jamais été examinées sérieusement. Un exemple, l'arme supposée du crime, ce fusil, n'a pu être expertisé ne serait-ce que pour être certain que c'est bien lui qui a été utilisé pour le meurtre. Cet ancien du FBI prétend aujourd'hui détenir la preuve formelle qu'il s'agissait bien d'un complot. 30 ans après sa mort, le révérend embarrasse toujours une certaine Amérique.
La comédienne Jackie Sardou est décédée hier soir, quelques jours avant ses 79 ans. Célèbre pour son franc-parler et sa gouaille, Jackie Sardou était un personnage du théâtre populaire français. Caroline Laudrin. Allez, vache, je parle des années. Quel peu pour ravager un visage, hein? Elle avait ce que l'on appelle un franc-parler, une gouaille bien parisienne qui faisait d'elle une femme nature, sans complexe. Mais non, moi je les vide. Mais vous me prenez pour un con ou quoi? Non, est-ce que j'ai dit ça? Bon non, mais vous avez l'air de me prendre pour un con. Je sais que vous videz les ordures. Ce que je vous demande, c'est de pas vider celle-là parce qu'elle est clé de la voiture dedans. À toujours vivre dans les coulisses de théâtre et de music-hall, à 16 ans, elle devient danseuse, comme sa mère. Sa vie est alors liée à tout jamais au monde du spectacle. Elle épouse Fernand Sardou, un comédien et chanteur provençal. De cette union naît Michel, le chanteur. Tu veux un bonbon? La petite grosse, comme elle se prénomme elle-même, est un remède à la morosité. À la mort de son mari, elle s'étourdit dans le travail, participe aux grosses têtes, enregistre un disque et connaît un grand succès au théâtre. 2 œufs durs avec des épinards et une tomate. Et le soir, alors, un gros steak de 200 grammes avec une salade citronnée. Là, tu perds 500 grammes par jour garanti. Au bout de 13 jours, je serais comme une arrête habillée, les mecs. À 79 ans, il y a un mot qu'elle avait rayé de son vocabulaire, c'est retraite. Sa vie, c'était le théâtre, sa drogue, le rire et les applaudissements du public. L'amour comme élixir de jouvence avec les noces de chêne de ce couple presque centenaire. Ils fêtent aujourd'hui leur 80e anniversaire de mariage. Vincent Hilaire et Christophe François. Le temps passe et les années s'accumulent. Et puis on arrive là. Je ne sais pas pourquoi. Armand et Jeanne. L'histoire d'un couple unique. Unique par sa longévité. 80 années de vie commune et par sa descendance. 2 enfants, 4 petits-enfants, 10 arrière-petits-enfants et dernièrement une arrière-petite-fille, Margot. L'histoire d'un amour et d'une destinée qui ont choisi de traverser le temps. J'ai eu tout ce que je pouvais désirer. Alors continuer encore quelques années à vivre avec lui, parce que sans lui, ce serait pas drôle. L'amour, bah oui, c'est bien, on emploie ce terme, je sais pas ce que c'est. Ça se définit pas, l'amour. Derrière cet humour et cette simplicité se cachent pourtant des épreuves terribles. Après leur mariage en 18, Armand l'instituteur et Jeanne la couturière commencent à filer une existence calme et heureuse jusqu'à la guerre. La déportation risque de détruire le couple, heureusement Armand en reviendra. Directeur d'école, musicien, photographe, mère de famille et résistante à la place de son mari, Armand et Jeanne Giraud, ou l'histoire d'un amour solide comme un chêne. Ainsi se termine cette édition. Je vous en rappelle les principaux titres. La violence dans les lycées. En Seine-Saint-Denis, les 2 établissements pris d'assaut par des casseurs jeudi soir sont fermés jusqu'à lundi, ainsi qu'un autre collège menacé par des bandes de jeunes. En Franche-Comté, journée marathon pour l'élection du nouveau président de la région. Nouvelle suspension de séance. Les 2 premiers tours n'ont rien donné. Dans un instant, la météo, Nathalie Riouet. Mauvais temps pour le week-end depuis le point route Valérie Maurice. Et ce soir à 21h, nous inaugurons des nouvelles soirées policières. Vous retrouvez PJ et à 22h, dossier disparu. Vous aurez moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir à 20h et je vous souhaite une excellente fin de soirée sur France 2.